Mesdames et messieurs, chers invités, c'est un immense honneur de me tenir devant vous ce soir en tant que présidente de l'Ordre des juristes, l'association des juristes de l'ICES. L'Ordre des juristes regroupe une quarantaine d'étudiants animés par une passion commune pour le droit. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'organiser notre première conférence, un événement qui marque un tournant décisif dans l'histoire de notre association. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à ce sujet d'une grande importance. Permettez-moi d'adresser des remerciements particuliers à toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à l'organisation de cette conférence. Cette soirée n'aurait pas été possible sans le travail et le dévouement des membres de notre association, que je tiens à féliciter pour leur engagement. Je remercie également l'administration de l'ICES pour son soutien constant, et tout particulièrement M. Gherardi, président de l'ICES, ainsi que M. Forger et Mme Nassivé, qui ont permis à ce projet de voir le jour. Je tiens également à exprimer ma gratitude à la faculté de droit, notamment à Mme le doyen Maudet et à M. Vonville, maître de conférence à l'ICES, pour leur appui. Enfin, j'adresse mes remerciements les plus sincères à nos deux intervenants, Mme Aline Chénet de Beaupré, professeure de droit privé et de sciences criminelles à l'Université d'Orléans, et M. Augustin Boulanger, maître de conférence à l'ICES, pour leur générosité et leur expertise sur ce sujet. La thématique que nous abordons ce soir est dissolution et projet de loi sur la fin de vie, vers une reprise des débats. Ce sujet est d'une actualité brûlante, car il se situe à la croisée du droit et de l'éthique, touchant des enjeux aussi fondamentaux que complexes. La question de la fin de vie interpelle chacun d'entre nous, indépendamment de nos âges, de nos croyances ou même de notre parcours. Elle soulève des problématiques essentielles, telles que le respect de la dignité humaine, la liberté individuelle, ainsi que le rôle de l'État. Mais pourquoi ce débat concerne-t-il particulièrement les juristes? Je réponds alors que ces thématiques dépassent largement le cadre médical ou éthique. C'est à ce moment-là que le rôle du juriste s'impose. Le rôle du juriste est de répondre aux besoins de la société, d'anticiper ses évolutions et de traduire ses aspirations dans un cadre normatif, clair et protecteur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite maintenant céder la parole à M. Antonin Léoté, président de notre pôle conférence et l'un des principaux artisans de cet événement. Sans son investissement, cette conférence n'aurait jamais vu le jour. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente conférence. Monsieur Léoté, je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette soirée, j'ai l'honneur d'introduire la première conférence de cette année 2024-2025 de l'Ordre des juristes. Il s'agit d'un grand événement pour notre association et nous sommes ravis de vous accueillir. Avant toute chose, au nom de notre association, je tiens à remercier M. Philippe-Henri Forger et son équipe, ainsi que l'administration de l'ICES, sans qui ce projet n'aurait pas pu se réaliser. Je tiens également à exprimer mes sentiments les plus sincères auprès de nos deux intervenants qui ont accepté notre invitation. Ces deux spécialistes, ces deux passionnés par les enjeux bioéthiques ont accepté de répondre à notre projet. Je vous demanderai de les applaudir. Nous sommes réunis dans cet amphithéâtre afin de nous intéresser à un sujet sensible et complexe de notre société moderne. Cette conférence, dont le titre en est révélateur, portera sur l'aide active à mourir. Nous sommes au cœur de ce débat puisque nous traversons des moments de remise en question par une réforme relative aux ultimes moments de certains individus. L'euthanasie consiste à mettre fin à la vie d'une personne pour la soulager de ses souffrances intenses, notamment dans des cas de maladies incurables. Cette conception résulte de l'évolution sociétale sur le plan de la morale et en raison de l'avènement de la notion d'éthique. De facto, le professeur Jacques Chevalier qualifie notre ère de postmoderne en considération des progrès technologiques et de l'éclosion d'une forme d'ultra-individualisme. La discussion autour de l'euthanasie comprend différents enjeux dans les domaines de la bioéthique, du juridique, du médical et du social. Nous aurons ainsi l'occasion d'approfondir ces préoccupations. Mais ce sujet met également en perspective et en balance des principes comme le respect de l'autonomie individuelle et la protection des personnes fragiles. De cette manière, il est essentiel de s'interroger sur un équilibre entre la compassion, le soutien médical et les valeurs éthiques.
Ceci dans le but d'accompagner au mieux, de manière respectueuse et humaine, les patients durant la dernière étape de leur existence. À cet effet, permettez-moi de vous exposer le déroulement de cette soirée, délimitée en 2 parties distinctes. Le premier temps est réservé à l'ordre des juristes. De fait, représentant l'association, je serai en charge de poser des questions préparées par nos soins. Et par la suite, lors de la seconde partie, un temps d'échange sera possible. Vous, membres du public, pourrez ainsi poser vos questions à nos invités. Toutefois, une petite précision s'impose. Nous comptons sur vous, cher public, pour respecter nos conférenciers, quelle que soit votre opinion sur l'euthanasie. Il ne s'agit pas d'une réunion politique, mais d'un temps de réflexion sur une thématique bien précise. L'objectif étant de pousser chacun à sortir de son carcan idéologique. En ce sens, comme cela est si bien écrit sur les murs de notre amphithéâtre, Charles Péguy écrivait « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite ». Je vous remercie pour votre écoute. Il est maintenant venu le temps de débuter cette soirée. Je vous souhaite un excellent moment. Cette partie sur les questions préparées par l'association se divisera en 2 étapes. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur les dispositions majeures de la loi Claeys-Leonetti, la législation en vigueur concernant la fin de vie. Par la suite, la réflexion portera sur l'hypothétique légalisation de l'aide active à mourir dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi à venir. Alors, nous allons commencer par une première question. Pouvez-vous nous éclairer sur les dispositions en vigueur en matière de fin de vie? Je propose de laisser la parole à Madame Chénet-Beaupré dans un premier temps. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je commence par remercier les étudiants et l'association pour cette invitation et je me réjouis de partager la parole avec Augustin Boulanger. Et effectivement, nous sommes 2 spécialistes et passionnés, comme vous l'avez dit, de la fin de vie. Alors, pour la présentation de ce qu'on va appeler le droit positif, vous avez évoqué la loi Claeys-Leonetti, c'est-à-dire une loi de 2016. En réalité, il faut peut-être présenter les choses comme une construction qui s'est faite sur la durée. On va faire pas de l'histoire du droit, mais on a commencé en 1999 par une loi, et c'est important, qui visait à garantir l'accès aux soins palliatifs. Cette loi, elle a été votée à l'époque à l'unanimité. Un peu plus tard, en 2005, après l'affaire Vincent Imbert, à ne pas confondre avec Vincent Lambert, après l'affaire Vincent Imbert, a été adoptée la loi de 2005. C'est notamment la loi qui a quitté la terminologie acharnement thérapeutique pour parler de non-obstination déraisonnable, mais qui a aussi travaillé à la question de l'arrêt des traitements, la limitation des traitements, et commencé à poser les bases des directives anticipées. Puis, la loi de 2016, loi Claeys-Leonetti, 2005 c'est Leonetti tout court, et la loi de 2016 c'est Claeys-Leonetti. Et là, c'est une loi qui est intervenue après l'affaire Vincent Lambert. Et cette loi, elle est venue poser différentes choses. Elle est revenue sur les directives anticipées. Notamment, elle a abordé la question de la sédation profonde et continue. Et vous voyez, c'est tout un corpus juridique qui s'est constitué autour de la fin de vie, mais tout un corpus juridique qui, jusqu'à maintenant, ne permet pas d'envisager l'euthanasie en France, ne laisse pas sa place à l'euthanasie et non plus au suicide assisté. Voilà pour la présentation globale que l'on peut faire. Si Augustin Boulanger veut reprendre la parole pour compléter, rebondir, mais on pourra approfondir ces différentes lois. Oui, effectivement. Alors, bonsoir à tous déjà. Bonsoir Aline. Merci à l'association, effectivement, l'Ordre des juristes pour avoir eu l'idée d'organiser cette conférence dans une actualité qui est effectivement brûlante. Donc ça, c'est important de le souligner. Le droit positif aujourd'hui,
comme le dit Aline, c'est une construction. Et c'est une construction qui est quand même assez récente, parce qu'effectivement, si on regarde à l'échelle de l'histoire, les lois dont tu parles, Aline, ça a 25 ans, hein, effectivement, et moins, effectivement, si on considère les dernières. Donc, l'évolution est assez remarquable. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, parce que tu as souligné effectivement qu'il y a aujourd'hui des limites, et ces limites, elles sont au nombre de 2 actuellement. Si on regarde le droit positif, la première limite, c'est effectivement l'interdiction de tuer. Ça ressort clairement du Code de la santé publique. Le médecin ne provoque pas délibérément la mort de son patient. Et puis, il y a une autre limite qui est tout aussi importante, parce qu'il faut autant que possible, quand on prend en soin des personnes malades, éviter de générer un surcroît de souffrance, parce que ces souffrances sont déjà très importantes. On les soulage autant que possible, bien sûr, mais il ne faut pas en rajouter. Et effectivement, les techniques médicales aujourd'hui sont extrêmement pointues. Il y a eu un développement technologique sans précédent, et le risque, c'est de s'acharner sur la personne soignée. Et donc ça, c'est une autre limite, c'est le refus de l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aussi aujourd'hui l'obstination déraisonnable. Et donc ça, c'est important de le dire. Le droit positif repose aussi sur ces 2 interdits, sur ces 2 lignes rouges à ne pas franchir. Voilà. Je pense que de toute façon, on aura l'occasion aussi, à travers les autres questions, mais voilà, de rappeler effectivement concrètement quelles sont les dispositions actuelles en termes d'autonomie. Tu as évoqué les directives anticipées, c'est un point important pour l'autonomie des malades, et puis aussi le souci de soulager autant que faire se peut les souffrances des malades. Et ça, notre droit, effectivement, y répond déjà aujourd'hui en grande partie. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Alors, comme deuxième question, quelles sont les frontières juridiques entre l'euthanasie et le suicide assisté ? Alors les frontières, bon, effectivement, c'est important de parler des notions, parce que la question se pose aujourd'hui de savoir quelle sera la loi de demain. Est-ce que c'est une loi sur le suicide assisté? Est-ce que c'est une loi sur l'euthanasie? Bon, effectivement, bon, c'est important, parce que d'un point de vue, alors déjà, en termes d'implication des tiers, c'est pas la même chose, selon que la personne s'administre elle-même la substance ou si c'est un tiers effectivement qui lui administre la substance, c'est pas du tout la même question. Il faut aussi penser à ce tiers qui va être impliqué dans la pratique concernée. Bon, donc sur un plan notionnel, le suicide assisté, c'est quoi? C'est effectivement la personne qui va s'administrer elle-même la substance létale, généralement dans un univers médicalisé. Et puis, l'euthanasie, au contraire, suppose que face à une situation de souffrance qu'il faudra qualifier, eh bien, c'est le tiers, généralement un médecin, mais ça peut être aussi un infirmier, peut-être, on en parlera, qui va administrer la substance létale. Donc là, l'implication du tiers est beaucoup plus importante dans cette dernière situation. Si je peux rebondir sur la notion de souffrance que vient d'évoquer Augustin, et que M. Léoté avait aussi présenté tout à l'heure en commençant la définition de l'euthanasie, la nuance qu'a laissé entendre Augustin est tout à fait justifiée. Quand on pense euthanasie, on a envie de dire c'est quelqu'un qui va administrer la mort à quelqu'un d'autre parce que cette autre personne souffre. Ça n'est pas une certitude. On peut parler aussi d'euthanasie quand A administre la mort à B pour des critères de souffrance qui vont s'entendre de façon extrêmement large. Ça peut être parce que B n'a plus envie de vivre. Est-ce que c'est une souffrance que de n'avoir plus envie de vivre? Donc c'est une question qu'on peut se poser. Et une autre question latente derrière l'euthanasie, qui rend la question très compliquée pour les juristes, c'est le consentement. Est-ce que B, que je vais euthanasier, est-ce que B consent à cette euthanasie? On a envie de dire oui spontanément, c'est pas une évidence. Si jamais la personne est dans un coma profond, si la personne est un nouveau-né, on peut euthanasier dans certains pays un nouveau-né. Le nouveau-né ne consent pas à l'euthanasie. Et on voit qu'une question qui pourrait, en définition, apparaître presque simple, celle de l'euthanasie, tout de suite, avec la lecture juridique notamment, mais éthique aussi et médicale, apparaît éminemment complexe. Justement, pour revenir sur cette question, est-ce que vous pouvez
m'en dire davantage sur des pratiques telles que la sédation profonde et continue, ou également le traitement à double effet, si je ne me trompe pas. Quelle différence avec l'euthanasie ou même le suicide assisté? En quoi on peut les affilier à une pratique euthanasique? Ah, c'est très intéressant. Alors effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs dans la loi, et c'est en vigueur. Effectivement, les pratiques dont vous nous parlez existent et elles sont encadrées légalement. Il y a un droit, bien sûr, de toute personne aujourd'hui au soulagement des souffrances, mais il y a aussi, dans un certain nombre de circonstances particulières, eh bien, la possibilité pour le médecin de recourir à un traitement à double effet, donc traitement avec des antalgiques, c'est-à-dire des médicaments contre la douleur, et puis des sédatifs, c'est-à-dire des recours à des molécules qui vont permettre d'endormir la personne. Tout ça, c'est possible dans un cadre bien particulier. Alors, ça suppose que la personne soit à un stade suffisamment avancé de sa maladie, bien sûr. On parle de phase avancée ou terminale dans les textes. Qu'on soit face aussi et en présence d'une souffrance réfractaire au traitement, c'est-à-dire qu'on a tout tenté pour soulager la personne et que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est possible, c'est une première possibilité. Et puis, plus récemment, donc, en 2016, la loi Claes-Leonetti a prévu un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors ça, c'est important. La question s'est posée de savoir si c'était euthanasique ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pratique de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est une pratique médicale qui ne date pas de la loi de 2016, elle existait déjà, il y avait des recommandations de bonne pratique, des sociétés savantes comme la Société française d'accompagnement de soins palliatifs avaient émis un certain nombre de conseils et de suggestions pour que cette pratique puisse se faire dans de bonnes conditions. Et la loi n'a fait que, effectivement, encadrer davantage cet outil-là. Je pense que Aline, qui complétera mon propos, eh bien, sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas si c'est bien appliqué, si c'est bien mis en œuvre, qu'on respecte les critères légaux, bien sûr, il n'y a pas de dimension, de mon point de vue, en tout cas euthanasique, concernant cette sédation. Je rejoins Augustin tout à fait sur cette position. La sédation profonde et continue, comme Augustin vient de le souligner, la personne est mourante à très court terme. Ça se compte en heures, en jours, un jour éventuellement ou deux. Et on est dans une situation dans laquelle la médecine atteint ses limites dans la gestion des souffrances. On n'arrive plus à prendre en charge avec toutes les substances que l'on peut connaître, prendre en charge la souffrance à laquelle est confrontée la personne. Et à ce moment-là, comme de toute façon la personne va mourir, et ça c'est un point extrêmement important, la personne va mourir à très court terme, son pronostic vital est engagé, cette personne, on va la sédater, on administre et un sédatif et un antalgique, c'est-à-dire qu'on va endormir avec le sédatif la personne et on va administrer en plus un antalgique pour essayer, autant que faire se peut, dans le maximum des capacités de la science, de lutter contre les souffrances que la personne pourrait ressentir. Et donc, on ne fait pas mourir la personne. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et qui était assez difficile à comprendre quand, en 2016, le législateur a fait entrer dans le Code de la santé publique cette technique. Et on s'est dit, mais en fait, c'est le début de l'euthanasie. Ce n'est pas du tout le début de l'euthanasie. Comme l'a judicieusement rappelé Augustin, c'était une pratique médicale qui préexistait avant et qui était encadrée, mais pas dans la loi. Alors, pour la suite, j'aimerais évoquer un nouveau mécanisme, enfin, pas un nouveau mécanisme, mais une pratique qui n'est absolument pas euthanasique, c'est le mécanisme des soins palliatifs. À cet effet, ma question est la suivante. Pourquoi les soins palliatifs ne font pas consensus sur leur effectivité? Quelle est la difficulté dans la mise en application de ce dispositif? Alors ça, c'est effectivement important, peut-être de rappeler ce que sont les soins palliatifs. Aujourd'hui, on a... alors effectivement, les soins palliatifs ont émergé dans les années 80. Et on a aujourd'hui en France encore, ils sont encore là, les pionniers des soins palliatifs qui ont connu les débuts de cette pratique. Effectivement, une pratique qui est inspirée aussi de ce qui se faisait au Royaume-Uni. C'est Cicely Saunders, c'est tous ceux qui ont découvert effectivement l'importance des soins palliatifs, les ont mis en œuvre. Eh bien, ça consiste tout simplement à apporter des
des soins. Alors il y a aussi de la technique, hein, attention, les soins palliatifs, c'est pas que des soins de confort, c'est aussi de la technique, c'est une certaine maîtrise des antalgiques, on en parlait, hein, tous ces médicaments contre la douleur, maîtrise des sédatifs, parce qu'effectivement, moi qui ai travaillé pendant 3 ans en établissement de soins palliatifs, j'ai vu effectivement ce côté très pointu, bien qu'ont les médecins dans ces unités, ils sont des spécialistes effectivement du soulagement des souffrances. Et ces soins palliatifs, ils sont dispensés alors au premier degré, bien sûr, à l'hôpital, hein, dans les établissements de santé. Si effectivement la situation est un peu plus compliquée, peut-être qu'on va les réorienter vers des lits identifiés de soins palliatifs, des LISP. Et puis dans les cas les plus complexes, eh bien, il y a des unités de soins palliatifs qui existent, qui sont encore trop peu nombreuses, et je pense qu'on peut le déplorer. Aujourd'hui, on a encore une vingtaine de départements en France qui n'ont pas d'unités de soins palliatifs, et j'entends aussi, bien qu'un certain nombre d'unités qui existent, malheureusement, ferment actuellement, ou sont mis sous tutelle parce que on ne trouve pas de médecins notamment. Ça, c'est vraiment, il y a une pénurie effectivement de médecins, et faute de médecins, malheureusement, certaines ferment. Voilà. Donc ces soins palliatifs, c'est essentiel. C'est en fait ce qu'on va apporter autant que possible de soulagement, d'accompagnement aux personnes qui ont une maladie grave, généralement incurable, et qui sont en situation d'échappement, voire d'impasse thérapeutique. Alors attention, c'est pas ce qu'on va délivrer qu'aux personnes qui sont vraiment mourantes et qui sont à quelques jours de leur fin de vie. Non, hein, c'est des soins qu'on va apporter parfois à un stade assez précoce. Et on parle aujourd'hui de plus en plus des soins palliatifs précoces qu'on va introduire dès qu'on a diagnostiqué une maladie grave et incurable. Donc ça, c'est voilà, j'ai effectivement pu constater que dans l'établissement où je travaillais, eh bien, on suivait parfois sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, hein, certains patients. Alors effectivement, ils déclinent, mais voilà, on essaie autant que possible bien de les soulager. Et voilà, je pense que voilà, Aline pourra nous parler effectivement de d'autres aspects, mais voilà, on ne peut que regretter effectivement que ces soins palliatifs ne soient pas encore suffisamment développés, alors qu'il y a une loi de 99 qui pose un droit d'accès, hein, aux soins palliatifs. En effet, et là on est dans une hypothèse où Augustin l'a clairement posé, soins palliatifs s'oppose à curatifs, mais soins palliatifs ne veut pas dire fin de vie. La personne n'est pas mourante. Elle est parfois mourante, mais pas systématiquement. Donc, ce qui est inquiétant autour de ces soins palliatifs, c'est de voir que c'est si peu pris en charge, c'est dénoncé par tout le monde. À chaque fois qu'on parle des soins palliatifs, tout le monde dit « Oh, c'est très bien, il faut qu'on encourage les soins palliatifs », mais alors, ce ne sont que des paroles. Et ces paroles, hélas, ne sont pas beaucoup suivies d'effets. On ne va pas minimiser ou détruire complètement les quelques efforts qui ont pu être faits, mais ils sont largement insuffisants. Ça, c'est une certitude. Et on a chaque jour en France près de 500 personnes qui meurent chaque jour en France sans avoir pu avoir accès aux soins palliatifs. Alors 25 ans après une loi de 99 qui visait à garantir à tous l'accès aux soins palliatifs, ces chiffres sont effarants et inadmissibles parce que les personnes qui ne sont pas prises en charge par les soins palliatifs manquent une possibilité de voir leur souffrance être prise en charge par des spécialistes, car effectivement, les médecins en soins palliatifs, les équipes de soins palliatifs sont extrêmement pointues sur la prise en charge de la souffrance. Et un chiffre qui fait toujours hurler tous ceux qui sont pro-euthanasie, mais les études sont là, donc on en profite, on le dit. Les personnes qui sont parfois à l'hôpital, qui sont dans un stade assez avancé ou qui vont ressentir des souffrances importantes, vont parfois, pas toujours, mais parfois dire « je veux être euthanasié, je souffre trop ». Plus de 99% des personnes qui ont émis une demande, et pas d'automatisme, une demande d'euthanasie, lorsqu'elles sont accueillies en soins palliatifs, abandonnent leur demande. Donc là, on est face à des chiffres qui montrent la compétence, la technicité et le caractère opérationnel. Vous avez dit tout à l'heure que les soins palliatifs n'étaient pas effectifs ou ne faisaient pas consensus. Je ne serais pas complètement d'accord avec cette présentation pour plusieurs raisons. Il y a une compétence certaine des soins palliatifs, mais des moyens insuffisants, financiers, des moyens en personnel insuffisants, une volonté peut-être politique insuffisante.
Et il y a aussi, c'est un peu un paradoxe, mais je pense que c'est surtout un discours politique. J'avais je n'oserais pas dire la chance, mais j'ai eu l'occasion hier de discuter pour une table ronde avec le président de l'ADMD, donc l'Association des droits de mourir dans la dignité. Et Jonathan Denis disait, depuis toujours, nous nous battons pour les soins palliatifs. Donc l'ADMD, les pro-euthanasie par excellence, nous expliquent la main sur le cœur qu'ils ne font que se battre pour le développement des soins palliatifs. Et si jamais les soins palliatifs ont quelque peu progressé, c'est grâce à eux, je précise, à les écouter. Donc ça, simplement pour dire, parce que j'ai quand même un petit doute sur cette présentation des choses, simplement pour dire qu'il y a un consensus pour dire les soins palliatifs, c'est bien, il faut progresser sur ce plan. Et ce qui est en revanche très regrettable, c'est qu'on ne le fait pas. Voilà, si je peux rebondir effectivement sur le sujet, hein, comme l'a bien souligné Aline, il y a des carences. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien. Ça fait 25 ans qu'on a ce texte qui a un droit d'accès aux soins palliatifs. Et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, 5 patients sur 10 qui auraient besoin d'accéder à ces soins palliatifs ne peuvent pas y accéder parce que, eh bien, dans leur territoire, malheureusement, il manque une unité parce que il manque de personnel, hein, pour délivrer ces soins-là. Et ces soins-là, ces soins palliatifs sont extrêmement importants parce que non seulement, bien sûr, il y a l'accès à des techniques qui sont très pointues, mais surtout, ce sont des lieux de vie. Et ça, je crois qu'il faut insister beaucoup, hein, sur ce point-là. Hein. Ce sont des lieux de vie, hein, par excellence. Alors pourtant que la mort s'approche, hein, sans doute, mais ce sont des lieux de vie. Et voilà, moi je garde le souvenir de personnel qui était vraiment aux petits soins, hein, pour ces patients. D'ailleurs, on mangeait avec, là où je travaillais à la maison à Gardanne, on mangeait avec les patients. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On ne l'imagine pas dans d'autres unités ou dans d'autres structures. Hein, les unités de soins palliatifs, c'est cela. C'est un lieu de partage et un lieu de vie. Et les patients, à côté effectivement de l'accès à des antalgiques ou des sédatifs, effectivement, qui leur sont délivrés, ils ont aussi accès, par exemple, à de l'art-thérapie. Ils vont faire des dessins, ils ont accès à une socio-esthéticienne, ils ont accès effectivement à plein de soins de confort, eh bien, qui rendent peut-être ces jours, en tout cas ces souffrances, un peu moins pénibles. Tu as raison, Aline, bien souvent, la demande de mort, quand elle est exprimée, et c'est souvent le cas, c'est parfois le cas à l'entrée dans l'établissement, eh bien cette demande à mourir, elle finit par cesser grâce au travail exceptionnel de ces soignants. Donc c'est regrettable aujourd'hui, 25 ans plus tard, bien que seulement 50% des besoins en soins palliatifs soient satisfaits. Je crois qu'il y a un effort considérable à faire, et je dirais également que le fait que ces soins palliatifs soient mis en avant, on en parlera tout à l'heure, dans le cadre de la proposition de loi qui sera peut-être débattue prochainement à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est dommage que ça soit un peu un paravent, hein, quelque chose, une sorte d'étendard, un combrandi, pour se donner bonne conscience, effectivement, et pour pas aborder, eh bien, enfin, en tout cas pour mettre un peu à distance les sujets qui sont plus fâcheux. Justement, qu'en pensent les personnels soignants des unités de soins palliatifs concernant les pratiques euthanasiques? Ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a quand même une grande majorité, il me semble qu'il y a eu on a des chiffres, je ne les ai pas en tête, mais il y a une majorité de soignants effectivement qui sont hostiles à cela parce qu'effectivement ils ne se sont pas formés pour cela. Hein, que ce soit les médecins qui ont été formés pour soigner, que ce soit, et c'est la même chose d'ailleurs pour les infirmiers ou les aides-soignants, hein, on leur apprend ça à l'école, hein, ou effectivement à l'université, hein, donc c'est leur mission première, hein, soigner, prendre soin des gens. Il y a des règles déontologiques d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ce texte-là interdisant aux médecins de provoquer délibérément la mort, mais on va retrouver des dispositions comparables dans l'ensemble des déontologies des professions ordinales. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il y a une unanimité, hein, contre. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une nette majorité qui y sont défavorables. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aline, mais... Complètement d'accord. On a des chiffres qui sont assez importants. On a des réunions de différentes associations, syndicats, et ça fait des chiffres monumentaux de l'ordre de 800 000 soignants qui clament depuis 2 ans que le sujet est très mis sous les feux de l'actualité. Donner la mort n'est pas un soin. Ils sont des soignants
ils apportent des soins, ils prodiguent des soins aux patients et ils affirment à juste titre que donner la mort n'est pas un soin. Et on a le serment d'Hippocrate, on a le code de déontologie médicale, on a le code de la santé publique qui reprennent tous cette même formule. Le soignant ne doit pas provoquer délibérément la mort de son patient, et c'est dans l'ADN des soignants. On a effectivement occasionnellement quelques soignants qui peuvent être soit pro-euthanasie, mais ils sont très peu nombreux. D'autres qui vont être hésitants en disant « je ne sais pas ». Il y avait, c'était en 2013 si je ne m'abuse, le rapport Sicard. C'était un professeur qui était un ami de François Hollande, et François Hollande, président de la République à l'époque, avait demandé à son ami, le professeur Sicard, de faire tout un rapport pour voir si on était prêt pour accueillir l'euthanasie. Et le professeur Sicard était plutôt favorable à l'euthanasie. Et il commence à travailler la question sérieusement. Et à la fin du rapport, c'est lui, et je trouve ça merveilleux, c'est le professeur en charge du rapport pour amener l'euthanasie sur la scène française, qui a dit non, je ne pense pas que l'euthanasie soit une bonne chose. Donc ça a été une forme de revirement qui est tout à l'honneur de cette personne qui a accepté de dire non, en fait, j'ai changé d'avis, je croyais que c'était bien et je pense que ça ne l'était pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion de ce rapport Sicard, ils ont fait un sondage auprès des médecins. Et le sondage, que vous pouvez retrouver encore sur Internet, ce sondage posait parfois des questions aux médecins en leur disant vous êtes pour ou contre l'euthanasie ? Des réponses un petit peu molles, oh, je ne sais pas, il faut voir. Envisageriez-vous que l'euthanasie puisse être pratiquée dans votre établissement ? Oh, pourquoi pas, chacun pense comme il veut. Non, on avait des pourcentages qui n'étaient pas parlants, mais la dernière question était « Et vous, pratiqueriez-vous l'euthanasie ? Seriez-vous en mesure d'administrer vous-même la mort à vos patients ?» Et là, les médecins faisaient marche arrière et disaient « Non, et je voudrais une clause de conscience ». Donc c'est assez révélateur de la discussion qu'on peut avoir avec soi-même. Il y a la théorie, les grandes paroles dans la rue ou sans passer à l'acte, sans être confronté aux réalités, mais quand on commence à entrer dans le vif du sujet, il y a un changement de comportement. Ça, c'est une certitude. Je vous remercie pour vos réponses et vos présentations concernant ces différents dispositifs. Maintenant, il est question de savoir si cette loi Claeys-Leonetti est conforme aux normes relevant du droit international. Plus concrètement, pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de fin de vie ? Bon, je peux commencer si tu veux, Oui, Augustin, et ensuite tu compléteras. On a plusieurs arrêts de la part de la Cour européenne des droits de l'homme qui a commencé à se préoccupé fortement de cette question. C'était en 2002 avec l'affaire Preti contre Royaume-Uni. Et là, la Cour de cassation a parlé de refus de soins, mais n'a pas voulu. L'enjeu pour la Cour européenne, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme pour savoir si on a un droit à la vie et un droit de mourir. Et la Cour européenne a considéré qu'on n'avait pas un droit à mourir qui serait le pendant inversé d'un droit à la vie. On a eu diverses affaires par la suite avec l'arrêt Haas contre Suisse en 2011. Il y a un arrêt Corps contre Allemagne un peu plus tard. Il y a un arrêt que je trouve assez remarquable aussi, on ne va pas faire toute la jurisprudence de la Cour européenne, qui n'affirme pas un droit de mourir et qui reste sur une lecture du droit à la vie qui parfois peut être un peu flottante, mais elle ne franchit pas le Rubicon d'accueillir un droit à mourir. On a un arrêt en 2013 qui s'appelle l'arrêt Alda Gross contre Suisse. C'était une ressortissante suisse qui avait 70 ans et qui disait « En Suisse, on peut bénéficier du suicide assisté. J'ai été voir les médecins, ils n'ont pas voulu me permettre d'y accéder et donc je saisis dorénavant la Cour européenne des droits de l'homme. » Alors elle l'a fait par personne interposée parce qu'elle ne voulait pas se montrer. Et en réalité,
on a découvert que cette femme, déjà, elle n'était atteinte d'aucune pathologie. Elle n'avait rien. Et elle voulait simplement ne pas vieillir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais l'euthanasie, on pense souffrance, mais le mot souffrance peut être largement sujet à discussion. Et cette femme n'avait aucune pathologie particulière et simplement ne voulait pas vieillir. Et elle avait demandé à ce qu'on lui procure du pentobarbital sodique, qui est la substance habituelle en Suisse, principale substance, et les médecins avaient refusé puisqu'elle n'avait rien. Et finalement, la Cour européenne a reproché à la Suisse d'avoir un, un encadrement du suicide assisté notamment qui n'était pas suffisamment organisé d'un point de vue juridique. Donc elle a, sur ce plan, condamné la Suisse, non pas pour reprocher à la Suisse soit d'accueillir le suicide assisté, soit de le refuser pour Madame Aldagros, mais en disant votre système juridique n'est pas suffisamment clair sur la question. On a eu un appel de la part de la Suisse qui était furieuse de cette décision et lorsque la Cour européenne s'est à nouveau réunie, on s'est aperçu sans surprise que Madame Gross avait pu bénéficier d'un suicide assisté entre-temps et même que lors de la première décision la concernant, elle était déjà morte. Donc là, il y a une instrumentalisation qui est assez remarquable et la Cour européenne n'a pas trop apprécié cette affaire où elle a été un peu tournée en ridicule puisqu'elle a statué sur quelqu'un qui était déjà mort et qui disait « je voudrais mourir » en faisant parler des représentants. On a un autre arrêt plus récent, c'est l'arrêt Mortier contre Belgique, c'est un arrêt de 2022, et cet arrêt Mortier contre Belgique, là on est dans une hypothèse un petit peu différente, avec une personne qui demande à mourir, et le fils de cette personne qui n'y est pas favorable. Pourquoi est-ce qu'on demande au fils son avis? On n'a pas demandé au fils son avis et on a accepté que la personne puisse mourir alors qu'elle était dépressive. Et c'est là que le fils intervient en disant « mais vous n'avez pas à accueillir une euthanasie pour quelqu'un qui est dépressif, ma mère était dépressive ». Alors ce qui est intéressant dans cette affaire Mortier contre Belgique, c'est que la Belgique a été condamnée. Alors pas pour l'euthanasie pratiquée sur cette personne, mais parce que on s'est aperçu, c'était connu malgré tout des spécialistes, de ce que le comité de contrôle a posteriori des euthanasies, le CFCE, c'est une commission qui, après les euthanasies, va examiner les dossiers des médecins pour vérifier que l'euthanasie a bien été pratiquée. Et on s'est aperçu que ce comité avait un mode de fonctionnement assez discutable parce que les médecins qui avaient pratiqué l'euthanasie faisaient souvent eux-mêmes partie de la commission. Traduction, ils examinaient leur propre dossier, bien sûr, pour dire que leur dossier était très bien. Je terminerai avec un dernier arrêt récent du 13 juin 2024. C'est un arrêt contre la Hongrie. Et là, la Cour européenne a affirmé pour un patient qui était un avocat, qui était atteint d'une SLA assez avancée et qui revendiquait un droit au suicide assisté refusé par la Hongrie et qui a dit « la Hongrie se rend coupable de discrimination en ne me permettant pas et en ne permettant pas aux ressortissants hongrois d'accéder à soit une euthanasie, soit un suicide assisté. » En l'occurrence, c'était le suicide assisté. Et la Cour européenne a dit « non, non, il n'y a pas de droit au suicide assisté ». Donc ça, c'est la dernière décision, l'une des dernières décisions importantes de 2024 où la Cour européenne dit non, pas de droit à mourir, pas de droit au suicide assisté. Voilà, si je peux rebondir rapidement sur ce point. Là, Aline a effectivement fait un très bon récapitulatif effectivement, de tous les grands arrêts effectivement, rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'il faut en comprendre, c'est cela, c'est que, effectivement, il n'y a pas de droit à mourir au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que tout simplement l'article 2, qui proclame au contraire un droit à la vie, ne permet pas tout simplement d'aller dans ce champ-là. Et pourtant, c'est intéressant de voir que sur l'article 8, sur le droit au respect de la vie privée, et ça c'est les arrêts Haas de 2011 et Gross de
2013, eh bien, sur ce fondement-là, sur l'article 8, elle nous apprend bien qu'il y a quand même un droit de choisir les circonstances, les conditions, disons, de sa mort. Hein. En tout cas, c'est un élément, hein, c'est un élément de la vie privée. Voilà. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que malgré donc cette interprétation de l'article 8, elle n'a pas pour l'instant condamné d'États comme le nôtre, qui n'a pas légalisé effectivement un tel processus de provocation de la mort. Voilà. Et elle le dit d'ailleurs, elle le dit, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. Donc pas de condamnation d'un État comme la France, par exemple, hein, à ce niveau-là, en tout cas. Et cet arrêt Mortier que tu as rappelé là sur la fin est très intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant que les commentateurs aient assez peu relevé la condamnation de la Belgique. Hein, et pour cause, parce que effectivement, le reste de la décision va plutôt dans leur sens, à savoir que on peut admettre, au sens de la Convention européenne, on peut tout à fait accueillir une législation favorable au suicide assisté ou à l'euthanasie. Et ça c'est important pour nous et pour ce qu'on va dire après, parce que ça veut bien dire que demain, on ne risque pas d'être condamné pour avoir légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie. Il n'y a pas d'obstacle au niveau européen, d'ailleurs, à ce propos. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit dans cet arrêt Mortier. On peut aller dans ce sens-là. Mais attention, pourvu qu'il y ait des garanties suffisantes. Garanties suffisantes au niveau du contrôle effectivement qui est effectué, et notamment du contrôle a posteriori. Et là, c'était quand même flagrant. Effectivement, il y avait une partialité de la commission de contrôle qui était évidente, puisque de mémoire, le médecin concerné par l'acte était aussi dans la commission. Enfin bon, voilà. Et il ne s'était pas récusé, ce qui est quand même c'est une situation assez étonnante. Mais bon, la Belgique a été condamnée, donc ça c'est quand même assez rassurant de savoir qu'il faut un cadre législatif présentant des garanties suffisantes et avec un contrôle qui soit effectif et sérieux. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, ça effectivement, hein, parler de la Convention européenne est important, des décisions de la Cour également, parce que ça dit quelque chose de ce qui nous concernera sans doute dans quelques mois. Merci. Pour conclure cette section sur le droit positif, j'ai une double question. Dans quelle mesure une éventuelle réforme de la dite loi est-elle du ressort du droit? Puis, peut-on ne pas légiférer en référence aux mécanismes déjà existants? Alors, rapidement, je pense qu'effectivement, est-ce que c'est du ressort du droit? Sans doute, parce qu'effectivement, il y a effectivement le souci là de mettre en place un droit A. Je crois qu'effectivement, on est ici dans le champ des droits subjectifs, et clairement, il y a la volonté politique de reconnaître un nouveau droit pour les personnes malades et en fin de vie. Donc forcément, il faut que ça en passe par la loi, tout simplement pour poser un certain nombre de conditions, de mécanismes protecteurs et des garde-fous aussi. Et ça, effectivement, il faudra qu'on soit attentif aux garde-fous qui seront pensés ou pas par le législateur à cette occasion. Et puis surtout, sur la seconde question, est-ce qu'il faut aller vers une telle évolution de nos textes? Je ne le crois pas. Alors, je ne dirais pas de dire que la loi actuelle est un trésor national, et pourtant c'est des gens que j'apprécie beaucoup qui l'ont dit, mais parce qu'il y a sans doute des insuffisances et on peut toujours parfaire et améliorer les textes. Mais moi, je crois qu'on a réussi quand même à trouver un certain équilibre. Équilibre entre, d'un côté, assurer la sauvegarde de la dignité des patients. On va tout faire pour leur permettre d'accéder à des soins, à des soins de qualité, qui soient soulagés de leur souffrance. Ça, c'est quand même pas rien. Et puis aussi, souci de l'autonomie, parce qu'on nous parle beaucoup d'autodétermination, mais reconnaissons quand même à tout le moins que actuellement, déjà, dans le texte actuel, il y a un certain nombre de dispositifs qui garantissent, qui protègent l'autonomie des patients, que ce soit l'accès à l'information, que ce soit le recueil du consentement. Tout ça nous fait dire qu'il y a quand même un certain équilibre qui a été trouvé, et que ce modèle actuel, qu'on peut qualifier d'autonomiste, est plus satisfaisant que l'était le modèle paternaliste, dont on a tourné clairement la page en 2002 avec la loi Kouchner. Voilà. Donc on a cet équilibre-là qui fait que le patient est quand même acteur de sa prise en soin. On a aujourd'hui tous les dispositifs qui permettent de répondre à ses souffrances. Pourquoi effectivement chercher à aller plus loin quand rien d'ailleurs, ni même au niveau européen, rien ne nous impose d'aller plus loin? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de présenter Augustin. Et sur la seconde question, qui est effectivement peut-être pour nous la plus importante,
on n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors effectivement, Claire Fourcade parle d'un trésor national. Ce qui est intéressant, c'est de voir que juridiquement, on a des droits extrêmement importants qui sont accordés aux patients. Je suis le patient, je suis atteinte d'une maladie, je ne veux pas que les médecins me soignent, j'ai le droit de refuser les soins. Si jamais je suis soignée, j'ai le droit d'exiger l'arrêt des traitements, même si les médecins vont dire, mais attendez, c'est aberrant ce que vous demandez. On ne va pas arrêter les traitements, la maladie va repartir de plus belle, alors qu'elle peut être arrêtée. Si j'exige l'arrêt des traitements ou la limitation des traitements, j'ai le droit de le faire. Et malgré tout, on exigera, je pourrais exiger, alors que j'ai demandé l'arrêt des traitements, je pourrais exiger les soins, notamment pour prendre en charge d'éventuelles douleurs, au minimum l'inconfort dans lequel je me trouverais parce que j'ai demandé l'arrêt des traitements. Donc on distingue les traitements des soins. Les traitements, on peut les arrêter. Si je veux qu'on ne me soigne pas, j'ai le droit. Qu'on ne m'administre pas de traitement, j'ai le droit. Mais les soins, les soignants devront toujours les administrer aux personnes. Donc on est face à un équilibre, si j'ajoute à cela les directives anticipées dont on a parlé tout à l'heure, on a effectivement une loi qui est vraiment dans l'équilibre des droits des patients qui ne veulent pas et des soignants qui disent « moi je ne suis pas là pour administrer la mort ». Après avoir effectué les contours de la loi existante, il est temps de s'intéresser aux futurs projets. Quid d'une nouvelle législation sur la fin de vie, plus particulièrement sur une légalisation de l'euthanasie? Afin de rebondir sur vos réponses précédentes, comment expliquer cette volonté de rendre accessible l'euthanasie? Comment l'expliquer? Alors oui, effectivement, il y a quand même deux points ici, à mon avis, de mon point de vue. Pendant longtemps, on a les partisans effectivement d'une telle évolution ont fait valoir qu'il fallait répondre aux situations d'indignité. C'était la notion de dignité qui, pendant longtemps, a été mise en exergue effectivement par les partisans de l'euthanasie. Et pour avoir assisté à quelques réunions de l'ADMD pour m'imprégner un peu de leur discours, c'était ça. Dire qu'il y avait plein de situations qui étaient indignes, qu'on ne prenait pas en charge correctement les malades, qu'on ne répondait pas à leurs souffrances. Question de l'indignité. Et en fait, leur vision de la dignité est très particulière d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une dignité ontologique, absolue. On ne considère pas que l'homme est par principe revêtu de dignité, quelles que soient les circonstances auxquelles il est confronté. Et sous-entendent effectivement, dans une vision très relative de la dignité, eh bien qu'à un moment donné, cette dignité peut se perdre. Et que, alors, la difficulté là est évidente. Elle explique aussi certains éléments qu'on abordera tout à l'heure, notamment d'assouplissement des conditions qu'on constate dans les pays étrangers qui ont légalisé l'euthanasie. Où est-ce qu'on place le curseur? À partir de quand, effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'une personne a perdu sa dignité? C'est extrêmement difficile et c'est aussi dangereux. Parce que jusqu'où est-ce qu'on remontera? Voilà. Et alors au début, on parle effectivement d'une approche très stricte de la loi, on nous parle des personnes effectivement qui sont en toute fin de vie, et puis ainsi on remonte progressivement jusqu'à se considérer qu'une personne peut-être dépressive puisse perdre sa dignité et donc accéder à cet acte effectivement de provocation de la mort. Bon. Donc ça, c'était la notion de dignité qui a d'abord été mise en évidence dans cette opposition, donc dignité relative, dignité absolue. Et aujourd'hui, il me semble quand même que c'est plutôt la question de l'autodétermination. Chacun doit pouvoir librement décider de son sort, effectivement, et décider du moment où il mettra fin à ses jours. Et c'est d'ailleurs assez cohérent par rapport à ce qui est proclamé affirmé par la Cour européenne des droits de l'homme en termes de respect de la vie privée. C'est à un moment donné un choix que l'on pose de mettre fin à ses jours. Sur le mot dignité, on peut aussi rebondir parce que c'était le cri du cœur, notamment de Ségolène Perrucchio, qui est très investie à la SFAP, et elle reproche aux partisans de l'euthanasie deux hold-up. Le hold-up sur le mot dignité, parce qu'au début, les soins palliatifs étaient là pour respecter la dignité de la personne dans les soins qu'ils administraient. Et la dignité était associée aux soins palliatifs. Et peu à peu, les pro-euthanasie ont récupéré et détourné
le terme de dignité. Et il y a aussi le mot accompagnement, c'est l'autre hold-up. Considérer que l'accompagnement, les soins d'accompagnement dont commencent à nous parler les projets ou propositions de loi, ce serait quelque chose d'un peu flou, englobant tout aussi bien l'euthanasie que les soins palliatifs, alors que le mot accompagnement était un terme dédié, utilisé exclusivement dans le cadre des soins palliatifs. Donc il y a une confusion qui commence à être mise en place autour de ces termes, et on est face à une situation qui est un petit peu problématique parce qu'effectivement, certaines personnes peuvent vouloir mettre un terme à leur vie ou qu'on mette un terme à leur vie, mais il y a une énorme différence entre les deux, puisque mettre un terme à la vie, si je le fais moi-même, je me suicide, mais si je demande à un tiers d'intervenir, là, je vais mettre cette personne dans une situation qui est loin d'être anodine, puisque ce n'est pas un geste normal pour un humain que de donner la mort à un autre humain. Donc là, on arrive dans les questions, l'autodétermination théoriquement, mais l'acte ne sera pas automatiquement fait par l'individu lui-même. Et j'ajouterai un tout dernier point, parce que là, je pensais au rapport du CCNE, qui est assez intéressant, hein, c'est le rapport l'avis 139, qui nous parle un peu de ces causes, hein, effectivement. Alors c'est ce qu'on dit, hein, c'est l'autodétermination, bien sûr, mais c'est aussi un autre point, c'est l'insuffisance, hein, aux yeux de certains, de la loi actuelle, dont on a dit qu'elle était quand même assez équilibrée, qu'elle répondait à la plupart des situations. Eh bien, pourtant, et notamment sur la question du soulagement des souffrances, eh bien, les membres du CCNE ont regretté qu'on ne réponde pas aux souffrances des patients qui sont en phase avancée. Voilà. Phase avancée ou terminale. Alors, c'est pas tout à fait le terme. En fait, c'est le CCNE nous parle de ceux dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Voilà. C'est pas pareil. C'est-à-dire ceux dont le pronostic vital est engagé à quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Alors ça, effectivement, on peut leur répondre, hein, je pense, hein, aux membres du CCNE, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a des dispositifs qui existent, il y a un droit au soulagement des souffrances, il y a aussi la possibilité de recourir à un traitement à double effet qui vise précisément ces situations de moyen terme. Donc ça, il y a aussi quand même, attention, hein, certaines explications qui nous sont données pour justifier une évolution de la loi. Je pense qu'on peut les critiquer et on peut relever, hein, des hold-up, ou en tout cas des propos qui sont à tout le moins inexacts. Et ça, il faut le dire, et ce soir, c'est l'occasion. Et sur cette question, si je puis rebondir, on a un grand problème, c'est qu'on constate que l'accès aux soins et le développement des soins palliatifs, en raison du manque de moyens des différents gouvernements, est une catastrophe. Et donc que des patients sont mal pris en charge. Et la réponse qu'on donnerait, c'est, puisqu'il y a un mauvais accès aux soins, puisqu'il y a une insuffisance des soins palliatifs, il faut offrir un accès à la mort. Et là, on est dans un syllogisme qui heurte le juriste. Justement, par rapport à ce qui a été dit, quelle est l'opinion de la société française sur l'aide active à mourir? La question est piégeuse, hein. Aline, vas-y. Je vais la reprendre parce que je vais vous corriger, monsieur Léoté. Aide active à mourir, vous datez. Vous datez, je vous provoque un peu, pardon. On fait mieux en France, on travaille, nous, sur l'aide à mourir. Et là, il y a une différence qui est énorme. Aide active à mourir, ça, c'était du temps il y a quelques mois, une certaine Agnès Firmin-Lebaudot. On parlait encore d'aide active à mourir. Au Canada, on parle d'aide médicale à mourir. Et aujourd'hui, dans le projet porté par Olivier Falorni, juste avant la dissolution, qu'il a repris dans la proposition 204, on parle d'aide à mourir. Et aide à mourir, il y a beaucoup de choses à dire derrière. Aide à mourir, je ne prononce pas les mots tabous qui font peur à une partie de la société, une grande partie de la société. Euthanasie, suicide assisté, assistance au suicide, on n'en parle pas. On va dire aider à mourir, c'est altruiste, c'est beaucoup plus doux. Et cette aide à mourir, elle n'est même pas médicale. Pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas assez de médecins,
et que le projet puis la proposition ont eu une merveilleuse idée. Puisqu'on n'a pas assez de soignants, on va aussi faire appel aux proches, vous, moi, avec une absence totale de compétences médicales, pour administrer la mort de notre prochain. Donc ça, c'est ma petite parenthèse, mais ça me fait tellement hurler d'entendre parler d'aide à mourir dans ces projets que je voulais vraiment insister sur ce point. Oui, alors je pense qu'on peut quand même... parce que la question c'était, que pense la société française, c'est ça, de cette question-là? Je ne vais pas parler à la place de la société française, mais ce que je dirais simplement, c'est que ce qu'on peut regretter, en tout cas dans le contexte actuel, c'est quand même un manque d'information du public sur le sujet, l'absence effectivement de débat, même à la télévision, effectivement, je crois qu'on n'en parle pas. Et si on n'était pas nous-mêmes très intéressés par le sujet, je ne suis pas sûr qu'on aurait soulevé la question. Donc il y a quand même un grand souci. Et enfin, moi, je le perçois aussi parce que, à côté de mes activités à l'ICES, je donne aussi des formations auprès des soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Moi, je vais les rencontrer, je les vois effectivement, ces soignants-là. Et on constate effectivement, même chez un public plutôt averti quand même, une certaine méconnaissance des dispositions actuelles, et ça c'est quand même regrettable. Donc c'est en cela que je dis que c'est piégeux cette question-là, parce qu'effectivement pour pouvoir avoir une opinion éclairée quand même sur une question, encore faut-il s'être pleinement intéressé à la chose, et même un public averti effectivement est parfois ignorant de certains concepts. Donc je pense que justement l'intérêt de la conférence que l'Ordre des juristes a organisée ce soir, c'est qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire connaître les dispositions actuelles, et puis en parler tous ensemble, parce que c'est essentiel pour que bien la société française puisse avoir une pleine opinion sur la question. Et ce défaut d'information, il est majeur et il est reconnu de tous, par tous. Et ce qui est terrible, c'est que parce qu'il y a une mauvaise information, on peut imaginer que ce soit pas complètement anodin, parce qu'il y a une insuffisance d'information, une méconnaissance, on ne connaît pas l'existence de la loi de 2016, ou quand on la connaît, on ne connaît pas son contenu ni les enjeux du contenu, on ne connaît pas les droits. Et ce qui fait que, je pense qu'Augustin, tu as rencontré cela, quand on fait des formations à un public, qu'il soit médecin, juriste ou autre, quel qu'en soit l'âge, on fait une formation pour parler de la fin de vie. Et pour ma part, je m'amuse, entre guillemets, à demander en début de formation, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Et là, les gens, tranquillement, lèvent la main en disant qu'ils sont pour. Très grande majorité, quel que soit le public. Dès qu'on développe et qu'on expose ce que sont les soins palliatifs, ce que c'est que l'euthanasie, quel est le droit positif, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences, à la fin d'une intervention, qu'elle dure 1 heure ou 2 heures, le public n'est pas nécessairement devenu 100% pro-soins palliatifs ou anti-euthanasie, mais le public comprend qu'on ne peut pas poser la question comme ça. Et ça, c'est un révélateur topique de ce que l'information n'est pas passée. On a une méconnaissance grave de la question de la fin de vie. Donc vouloir légiférer sur la fin de vie alors qu'on ne connaît pas le droit existant, c'est très inquiétant. Merci. L'euthanasie existe dans d'autres États, notamment chez nos voisins européens. En comparatif à leur arsenal juridique existant, que pensez-vous de la mise en balance entre les bénéfices à tirer de cette pratique et les garde-fous possibles quant à une dérive potentielle appelée l'effet cliquet? Oui, c'est intéressant, effectivement. Il y a eu un colloque qui s'est tenu ici même à l'ICES, Aline était présente, sur la mort provoquée. Justement, on avait eu toute une demi-journée, c'était fort intéressant, sur l'exemple belge, sur l'exemple canadien, sur l'exemple espagnol même, effectivement. Et ce qui est intéressant, parce qu'on parle des garde-fous là, c'est que tous ces garde-fous qui ont été posés, parce qu'au début, effectivement, le législateur se montre assez pointilleux. Effectivement, il donne un certain nombre de garanties. Il dit que on va permettre l'accès à la provocation de la mort avec de strictes conditions. Bon. Eh bien, on s'est rendu compte dans ces États-là, et c'est intéressant, notamment au Canada, on a maintenant un certain recul quand même, 8 ans, ça fait 8 ans que la loi est passée là-bas, eh bien, on se rend compte que ces garde-fous ont sauté les uns après les autres, et notamment en termes de conditions d'accès.
Le délai de réflexion qu'on avait pensé un peu long, eh bien, on va le réduire pour finir par le faire disparaître. La souffrance qu'on qualifie initialement de réfractaire, on va la transformer en souffrance insupportable aux yeux de la personne qui demande à mourir. Et ainsi de suite. Et en fait, toutes ces conditions-là, elles tombent les unes après les autres. Et donc, ça, c'est un apport très intéressant parce qu'on parle justement de la loi de demain. Eh bien, on se rend compte des dangers et de cet effet cliquet dont vous parlez, Monsieur Léoté. Eh bien, on se rend compte des dangers, effectivement, qui sont les nôtres demain. Et on le retrouve effectivement sur des pays plus européens, si on prend les Pays-Bas et la Belgique, qui au début avaient dit l'euthanasie, on l'accepte, mais uniquement pour les majeurs. Et la France a tenu exactement le même discours dans son projet puis proposition de loi. Qu'est-ce que l'on constate aux Pays-Bas et en Belgique? Les verrous ont sauté de façon très logique. Si j'ai 17 ans et demi, que je suis atteinte d'un cancer en phase terminale avec beaucoup de souffrance, on m'opposerait, mais attendez encore 6 mois, et dans 6 mois, vous pourrez revenir, et là, vous pourrez bénéficier de la loi. C'est inaudible. Et donc, au fur et à mesure, on a réduit, on est passé de 18 à 16, 14, 12, et puis même jusqu'au nouveau-né, alors ça dépend des pays, mais on a accueilli les mineurs. Le Canada est en train d'y réfléchir et de passer aussi à cette extension du domaine. Donc, quelles que soient les questions, à chaque fois, on voit un élargissement, ou alors aussi, j'ai envie de dire, pire encore, tout est affreux dans ces histoires-là. Quand on regarde le marécage qui s'étend de plus en plus, on voit que ce sont les personnes vulnérables qui sont impactées fortement par ces lois. Or, théoriquement, les pro-euthanasie vont dire non, non, on ne vise pas les personnes vulnérables. Nous, on veut simplement, pour nous, pour des personnes dont les souffrances réfractaires ne sont pas prises en charge par la société et les médecins, on veut simplement pour ces cas. Ça, c'est l'affichage. En réalité, ils constatent, ils le savent très bien, que les personnes en situation de précarité, le Canada est assez révélateur pour ça, constituent la majorité des personnes non mourantes qui ont accès à l'euthanasie. Mais ça, ce sont des constats qui sont effarants. Précarité, je n'arrive plus à m'en sortir financièrement, je demande l'euthanasie et on me l'accorde. Donc on a des dérives dans tous les pays, on a ça aussi en Belgique avec des personnes dont les prises en charge par pour les allocations, pour la gestion de leur pathologie sont trop tardives, et des personnes qui, atteintes de maladies lourdes, vont préférer demander l'euthanasie et on leur accorde. Ou encore des personnes qui n'ont aucune souffrance de cet ordre et qui veulent s'auto-infliger la mort. Je pense à cette femme belge qui avait été condamnée, elle avait reconnu le quintuple infanticide qu'elle avait réalisé et elle a demandé à être euthanasiée à la date anniversaire du crime, du quintuple crime qu'elle avait commis. On lui a accordé l'euthanasie. On voit qu'on n'est plus du tout dans la logique de lutter contre des souffrances réfractaires pour quelqu'un qui serait en train de mourir. On n'y est plus du tout. Et j'ajouterais que alors cette crainte, on l'avait, hein, effectivement, quand on a organisé ce colloque, on l'avait, on avait ces exemples étrangers. Alors, ce qui a été stupéfiant quand même, lorsque le projet a été déposé, qu'il a commencé à être discuté à l'Assemblée, c'est qu'on a vu justement que tout ce qu'il y avait, tous les garde-fous qui avaient été posés initialement, et d'ailleurs qui étaient très inspirés de l'avis du CCNE, à savoir maladie grave incurable, souffrance réfractaire, pronostic engagé à court ou moyen terme, et bien tout cela c'est tombé vraiment très facilement en commission, et ça c'était quand même assez prodigieux, parce qu'effectivement la proposition de loi de M. Falorni, eh bien, c'est une version très, très souple, hein, je trouve, effectivement, du suicide assisté et de l'euthanasie. Donc ça c'est quand même, voilà, je veux dire, ce qu'on craignait et qu'on voyait à l'étranger, eh bien, a commencé déjà à produire ses effets chez nous.
Alors on verra après, effectivement, hein, est-ce qu'il y aura un projet de loi ou est-ce que ce sera la proposition du député Falorni qui sera discutée? Ça, il faut encore que ce soit tranché, mais voilà, il faut qu'on ait ces exemples étrangers en tête, effectivement, parce que peut-être ça va se produire chez nous très, très vite. Justement, avant d'évoquer les prochaines échéances, comme vous l'avez évoqué, l'euthanasie a aussi été pratiquée en dehors de raisons médicales. Et est-ce que les réflexions autour de l'euthanasie ne comportent-elles pas des silences au profit de l'État? Plus précisément, est-ce qu'il y a d'autres raisons justifiant cette euthanasie, telles que l'économie, par exemple? Oui, effectivement. Peut-être Aline, tu veux en parler, ça, de l'économie? On peut y aller. C'est un sujet qui est tabou, mais qui commence à se lever. Le tabou commence à être levé. Pourquoi? Parce qu'on marche avec le système de l'acceptabilité sociale. Il y a des questions qui sont inaudibles au début, on les évite, et puis au fur et à mesure, on va les aborder, puis elles vont être banalisées. Et effectivement, les Canadiens qui, outre-Atlantique, on parle plus facilement des questions d'argent que chez nous. Et les Canadiens, quand ils ont légiféré en 2015-2016, se sont inscrits dans un nouveau système. Et ils ont demandé à des universitaires, c'est l'université de Calgary, c'était en 2017, de chiffrer les économies que pourrait engendrer une légalisation ou dépénalisation de la fin de vie. Et les universitaires sont arrivés à des chiffres qui atteignent jusqu'à 139 millions de dollars d'économies par an pour le budget de la santé. Alors quand on voit que cette question a été abordée de front par nos voisins canadiens, on réalise qu'effectivement, cette question à laquelle tout le monde pense un petit peu, mais on n'ose pas le dire, cette question est une réalité. Et quand on constate que, je recherche les chiffres, c'est 980 € par jour, je crois, de coût d'une hospitalisation pour les soins palliatifs, sachant qu'une personne en soins palliatifs ne va pas rester qu'une seule journée, elle va rester plusieurs jours, plusieurs semaines, retournera ensuite dans son service d'origine, oncologie, gériatrie, ou chez elle, et elle reviendra un peu plus tard, parce que comme on l'a dit, la personne en soins palliatifs n'est pas mourante. Vous imaginez que le coût moyen des soins palliatifs est vertigineux. Si vous le mettez en confrontation du coût d'une euthanasie, alors le coût de l'euthanasie, vous pouvez chercher sur Internet, vous aurez beaucoup de mal à la trouver. Et c'était un des intervenants du colloque qu'évoquait Augustin il y a quelques instants, un médecin canadien, un médecin français au Canada, plus exactement au Québec, qui disait « Ah, mais c'est très simple, une euthanasie, c'est 80 $. » Donc, quand on entend 80 $ contre 900 et quelques euros par jour sur des semaines, et quand le gouvernement va vous dire aujourd'hui qu'il a 60 milliards et qu'il aimerait bien trouver de quoi boucher ces différents trous, la question financière s'invite de façon terrible dans le débat. Oui, pour compléter ce que tu dis, Aline, tu as tout à fait raison. Hein, c'est un coût, une prise en charge convenable d'une personne dans une unité de soins palliatifs, mais pour des raisons assez évidentes, parce qu'à la fois il y a des moyens techniques qui sont mis sur la table hein, dans l'intérêt du patient, et puis des moyens humains également, hein, parce que là, dans l'unité où je travaillais, il y avait un soignant pour 3 patients. Voilà. Et je ne parle que des soignants, je ne parle pas des médecins qui étaient là également, je ne parle pas de tout le personnel paramédical qui était présent, donc c'était assez mais c'était très bien pour le malade, et effectivement il ne demandait que cela. Donc bien sûr, on s'en doute, c'est un sujet tabou et on n'en parle pas, hein, mais une légalisation de la provocation de la mort pourrait avoir des conséquences économiques évidentes hein, en termes de diminution des coûts, parce que c'est à la fin de la vie, c'est dans les dernières semaines de vie qu'on coûte le plus à la sécurité sociale. Hein. Il faut dire les choses. Et en Belgique, ils commencent doucement à en parler lors de débats parlementaires. Ils commencent à évoquer les économies financières qui peuvent être réalisées grâce à l'euthanasie.
Et tu avais vu ce collectif de mutuelles aussi qui s'était déclaré favorable. Tu te rappelles, hein? C'était... Le pacte progressiste. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est le pacte progressiste qui a été diffusé en 2023 lorsque la fin de vie était très active devant le Parlement. Alors ce pacte progressiste, il est remarquable parce que il est constitué essentiellement de mutuelles. Il y a quelques représentants des pompes funèbres aussi qui font partie de ce pacte. Et ils disent, les mutuelles, je vais citer la MGEN notamment, en tant qu'enseignant, je suis concernée par cette mutuelle. Les mutuelles vous expliquent très tranquillement qu'elles sont favorables à l'euthanasie. C'est très inquiétant quand on connaît la crise du système de santé en France. On voit où sont les économies, en quoi ça peut les intéresser. La question financière, on la voit aussi, alors c'est moins sous cette optique-là, au travers d'un gros problème pour les députés, la question de l'assurance vie. Quand je me suicide, je ne peux pas voir un dénouement normal du contrat d'assurance vie que j'aurais souscrit dans l'année. Parce qu'on va considérer que j'ai floué mon assureur en souscrivant un contrat en sachant que j'allais me suicider. Donc, on a posé cette question pour l'euthanasie en disant mais comment va-t-on faire? Il faut considérer, ça fait partie des débats, il faut considérer que l'euthanasie ou le suicide assisté sont des morts naturelles et donc que le contrat d'assurance vie souscrit par la personne qui bénéficierait d'une euthanasie ou d'un suicide assisté pourra être dénoué en faveur des bénéficiaires. Question financière, une nouvelle fois. Pour conclure, avant de laisser la parole au public, quelles sont les échéances à venir sur cette problématique et à propos des prédictions sur une éventuelle adoption, rejet et ou modification du texte, que peut-on en attendre? C'est pas simple, hein, cette question. Alors on sait que ça doit revenir sur la table de l'Assemblée nationale fin janvier, début février. Il y a une quinzaine de jours de débats qui ont été prévus pour ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça va revenir. Mais voilà, on sait aussi voilà, qu'il y a un contexte politique qui est un petit peu compliqué, qu'on commence à reparler de possibles chutes du gouvernement. Je pense qu'effectivement, politiquement, il y a peut-être aussi un contexte qui va faire obstacle ou en tout cas retarder cette discussion. Bon, moi, je pense qu'elle va finir par avoir lieu quand même, cette discussion. Il faut être assez lucide par rapport à ça. Qu'est-ce qui va en sortir? On le verra. Je pense que le Sénat peut avoir, comme il l'a eu par le passé, un rôle aussi de modération. On peut peut-être compter sur lui pour poser des garde-fous très stricts. Mais enfin, effectivement, il y a quand même une sorte de... Enfin, moi, je n'imaginais pas que le gouvernement Barnier, très sincèrement, irait dans ce sens-là. Et effectivement permettrait ce type de discussion. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez prudent, mais aussi lucide. Et je pense que ça aura lieu. On peut le rappeler, effectivement, le Sénat avait, en 2023, expressément pris position pour dire qu'il n'était pas favorable à une évolution, j'aime pas trop ce terme, d'une loi sur la fin de vie pour accueillir l'euthanasie. Et le Sénat expliquait, les soins palliatifs, on en a besoin, il faut les développer, on n'a pas besoin d'une loi sur la fin de vie. Ça avait été clairement dit de la part du Sénat. Je vous remercie. Maintenant, nous allons laisser la parole au public. Et Nora va vous donner le micro pour ceux qui veulent poser leurs questions. Bonjour, je vous remercie de votre présentation. Alors moi j'ai un petit prisme un peu particulier sur le sujet parce que je suis l'époux d'une femme qui a déjà été déclarée en fin de vie avec certitude et qu'on avait déjà classée, je dirais, on avait porté un certain regard d'indignité sur sa situation médicale qui me donne, voilà. Donc
La pratique, enfin, je dis ça juste pour vous dire que si on raisonne un peu en termes de juriste, en termes de droit positif, la question c'est qu'en fait ça ne rentre pas dans le droit positif. C'est-à-dire qu'avant on avait le serment d'Hippocrate qui disait en fait, qui dit le serment d'Hippocrate qui dit qui d'une limite droite, je ne provoquerai pas inutilement, je ne provoquerai pas volontairement la mort, et limite gauche, je ne prolongerai pas inutilement une fin de vie. Et en fait, dans tout ça, beaucoup de choses ne sont pas des questions de droit positif. C'est d'abord des questions de pratique médicale, d'habitude médicale, de façon de faire. Et autant dans les soins palliatifs, on fait justement attention à ces choses-là, mais les gens ne meurent pas qu'en soins palliatifs, ils meurent dans tout un tas de services, en oncologie, en réanimation, etc. C'est là où était mon épouse, etc. Voilà, il y a d'autres choses. Donc en fait, on essaye de rentrer dans un cadre positif, quelque chose qui ne peut pas y rentrer. C'est une dialectique entre deux limites, et on essaye de la faire rentrer par une définition de droit positif. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc en fait, on a quand même un problème structurel de fond. Et puis, donc ça c'est la première remarque. Et deuxième remarque, on parle aussi très honnêtement, je ne crois pas au cadre strict. D'abord parce que dans la pratique, c'est celui qui a le pouvoir. C'est celui qui sait qui a le pouvoir. C'est-à-dire celui qui est capable de dire « Non mais moi je sais ce que c'est qu'un acharnement thérapeutique ». Et moi, j'étais de l'autre côté, de celui à qui on dit « Monsieur, c'est l'acharnement thérapeutique. Monsieur, c'est l'obstination déraisonnable. » On est devant une probabilité de décès, parfois, et pas une certitude de décès. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une probabilité? Et on est également dans une obstination, effectivement, raisonnable, déraisonnable. Qu'est-ce qu'il a défini? L'obstination déraisonnable, elle ne se définit pas que par le médecin. Et pourtant, la loi Leonetti a donné ce dernier pouvoir entièrement au médecin. L'obstination déraisonnable, c'est une dialectique là aussi entre le médecin et les proches et le patient. Enfin, plutôt entre le médecin et le patient, et à défaut avec les proches ou la personne de confiance. Donc voilà, c'est un peu le... Et puis là, j'aurais dit quand même aussi le cadre strict. Il n'existera pas dans la loi sur l'euthanasie, parce que déjà dans le cadre de la loi Leonetti, il n'existe pas. L'arrêt du 5 mars 2019 de la Chambre criminelle de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, a déjà statué qu'un médecin qui ne respecte pas délibérément une procédure Leonetti ne peut pas être poursuivi en pénal. Par transposition, un médecin qui ne respectera pas délibérément une procédure d'euthanasie, enfin, ou de suicide assisté, ne sera pas poursuivi au pénal. Par simple transposition. Donc déjà, on part, je dirais, avec un certain nombre de handicaps. Et juste pour finir, parce que c'est des observations, mais j'aimerais bien avoir votre retour. Et moi, j'aurais tendance à inviter le public à lire le projet de loi, à penser, comme moi, à votre maman, qui rentre un peu en Alzheimer, qui va se retrouver dans une structure, et puis de le lire en se disant, mais qu'est-ce qui risque de lui arriver à un moment quand on va lui proposer l'euthanasie, ou le suicide assisté, appelez-le comme vous voulez, ça ne changera pas grand-chose, où en fait, elle n'aura pas vraiment voulu, un peu, mais pas vraiment, elle ne sera pas en fin de vie, ni à court terme, moyen terme, un peu, mais pas vraiment, et quel est le recours pour les proches qui ne sont même pas dans le projet de loi associés à l'ensemble. Voilà, les questions que je ne sais pas si j'étais clair dans mon intervention, mais c'est un peu les points que je voulais soulever. Si je puis commencer à répondre, alors je vais relever un terme, monsieur, que vous avez employé parce que je me suis fait tirer les oreilles hier par Jonathan Denis, monsieur ADMD. Vous avez parlé de proposer l'euthanasie et il vous dira non, 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 jamais on ne propose l'euthanasie, sinon nous poursuivons en justice. Je vous rejoins malgré tout. Quand dans un EHPAD, on va évoquer la question euthanasique auprès d'un patient, ben c'est le lui proposer, et je doute du consentement libre et éclairé d'une personne lorsqu'elle est en EHPAD ou lorsqu'elle souffre énormément. Donc je pense que nous nous rejoignons beaucoup sur ces points-là. Vous avez aussi évoqué la question de, si j'ai bien compris votre présentation, de l'aléa dans l'estimation de la durée de vie subsistante pour une personne par le médecin. Le médecin ne maîtrise pas tout, et ça a été un des
un des points qui ont fait tomber lors du projet avant dissolution les critères qui se voulaient bien carrés de court, moyen, long terme. Et on a dit moyen terme, les médecins ont dit eux-mêmes, mais nous ne sommes pas en mesure de déterminer à moyen terme si une personne va mourir. Court terme, normalement, nous y arriverons. Je mets un petit conditionnel. Moi, je n'ai pas travaillé dans une unité de soins palliatifs ou dans un service de soins palliatifs, mais j'ai fait de l'accompagnement des mourants pendant près de 5 ans. Et j'ai vu les médecins occasionnellement se tromper quand ils disaient telle personne va mourir d'ici demain. Parfois, il y avait des rémissions en semaine. Donc, on n'est pas face à une science exacte pour l'appréciation des délais. Donc, sur ce plan-là, je pense que nous rejoignons. Augustin Boulanger et moi-même apprécions, sans considérer qu'elle est parfaite, beaucoup la loi de 2016. De toute façon, c'est notre droit positif. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que ce qui se profile est éminemment inquiétant et le consentement des personnes de façon générale est inquiétant et la jurisprudence déjà a pu condamner, c'est un arrêt du Conseil d'État de 2022, retenir que une demande de maintien en vie était considérée comme inappropriée et qu'on ne devait pas y donner suite. Donc ça, on a conscience de ces évolutions ou de ces incidences derrière le droit positif. Je partage complètement l'avis d'Aline. Vous parliez aussi de l'obstination déraisonnable. Hein. Et c'est vrai, alors, lorsque la personne est hors d'état de s'exprimer, hein, lorsqu'elle est inconsciente, effectivement, c'est une décision médicale qui va être prise. Alors, elle ne va pas être prise comme ça, elle va être prise dans le cadre d'une procédure qui va réunir un médecin consultant, en plus du médecin concerné, qui va associer d'une certaine façon aussi l'entourage, peut-être la personne de confiance s'il y en a une, sinon, effectivement, ceux qui s'intéressent à la personne malade. Mais en dernier lieu, et là je vous rejoins complètement, c'est le médecin qui va trancher à partir des critères qui ont été fixés par la loi. Voilà. Et alors ça, c'est parce qu'on est face à une personne qui est hors d'état de s'exprimer. Si elle était en état de s'exprimer, ce serait un petit peu différent. Bonsoir, je vous remercie pour vos explications. J'ai été particulièrement marqué par le passage où vous disiez, Madame, que les faibles, dans beaucoup de pays, les personnes en fait seules, qui n'ont pas beaucoup d'entourage fort et qui sont donc pauvres, on va dire, sur certains aspects, sont de plus en plus touchées par, finalement, ce qui est complètement effarant, des sortes de meurtres, en fait, puisqu'elles sont démunies et qu'elles sont sujettes à l'euthanasie un peu malgré elles, on dirait bien des meurtres. Et ben, ma question c'est, est-ce que ça, c'est la conséquence d'une perte de repères liée à l'absence de la famille, à l'absence de religion, que sais-je, à l'absence de beaucoup de garde-fous qui tombent, qu'on perd aujourd'hui, ou, donc ce serait la première solution la plus simple, entre guillemets, triste, mais la plus simple, ou est-ce qu'il y a une volonté, selon vous, derrière, volonté politique ou une volonté, quelque chose de conscient qui dirige, on va dire, le sens que prennent ces législations. Donc ça, c'est un peu ma première question, voilà, d'où ça vient. Et la deuxième question, toute simple, c'est que l'année dernière, j'ai entendu parler d'une sorte de convention citoyenne avec 80 ou 100 ou 150 citoyens français choisis au hasard pour justement étudier la question de la fin de vie et donner leurs avis de Kidam, entre guillemets. Je me suis peut-être pas assez renseigné, mais je n'ai pas eu de retour sur ce qui était sorti finalement de cette sorte d'enquête d'un échantillon de la population. Est-ce que ça a été un peu mis sous le tapis volontairement? Qu'est-ce qui en est sorti exactement? Vous devez le savoir. Donc merci beaucoup. À bientôt. Sur la Convention citoyenne, pour commencer par la question la plus simple, la Convention citoyenne a pas mal
communiqué et elle était très contente parce qu'elle avait abouti à la réponse qu'on attendait de toute façon. On connaissait la réponse et ensuite on a posé la question et la Convention citoyenne a dit en 27 jours. En 27 jours, comme vous le dites, des kidam, des personnes qui ne connaissent pas le sujet, on les a formées avec une objectivité qui peut être sujette à discussion. On les a formées extrêmement rapidement et en 27 jours, on a considéré qu'elles étaient formées, qu'elles étaient en mesure d'exprimer la volonté du peuple et on a dit on a découvert sans aucune surprise que la Convention citoyenne trouvait que c'était une bonne chose que l'euthanasie et le suicide assisté, ça serait bien que la France franchisse le pas. Et en plus, ce qui est remarquable, c'est que la Convention citoyenne, emportée par son élan, a commencé à dire majeur et mineur. Pour tout le monde, l'euthanasie. Comme ça, on est très ouvert. Et là, je pense que ceux qui encadrent la Convention leur ont dit « Oula, vous y allez un peu fort quand même, on y va doucement ». Commencez par dire euthanasie, suicide assisté, ça c'est très bien. Du côté des majeurs et mineurs, on va commencer par les majeurs et on verra après. Il y a eu de la communication et on trouve sans difficulté sur Internet les rapports de cette convention citoyenne. Était intervenu d'ailleurs lors du colloque organisé par Augustin l'année dernière une personne qui avait participé à la convention citoyenne et qui avait commencé à parler très, très courageusement devant l'Assemblée alors qu'elle ne partageait pas tout à fait l'opinion majoritaire. Et la personne commence à dire, ben voilà, moi qui ai fait partie de la Convention citoyenne, maintenant je sais, je connais bien le sujet. Et en 2 secondes, quand les différents spécialistes de la fin de vie qui étaient là ont commencé à discuter avec lui, cette personne s'était aperçue qu'elle ne connaissait pas le sujet. Et on n'a pas voulu le piéger, mais on l'a mis face à l'apparence de connaissance du sujet qu'il avait et il s'est tu après. Mais c'est assez révélateur. Ça, c'était sur la première partie. Augustin, tu veux répondre à l'autre question? L'autre question. L'autre question, alors effectivement, c'est sur disons comment dire, les personnes les plus fragiles, c'est ça, hein, c'est l'idée que ce seraient les plus exposées, si j'ai bien compris, par une telle. Bon, j'espère pas, mais effectivement, on avait fait une communication ensemble sur les oubliés, d'ailleurs, ça me fait penser à ça. Oui, les oubliés de la fin de vie et du droit de la fin de vie. Effectivement, on est en plein dedans. Effectivement, ce sont des personnes qui sont un peu en marge, qui vont se soigner un peu plus tardivement que les autres, qui vont pas avoir accès aux meilleurs soins et vont pas forcément les rechercher d'ailleurs. Donc effectivement, je pense que oui, concrètement, et si on effectivement, oui, ce sont des personnes qui sont sans doute plus sujettes, mais il faudrait qu'on ait des statistiques, et ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, mais plus sujettes, effectivement, à un moment donné, solliciter une aide à mourir, comme on dit maintenant. Voilà, donc ça, c'est bien possible. Alors, la communication qu'on avait faite avec Aline, c'était une communication avec le Canada, hein, de mémoire, et on avait parlé justement de ces oubliés, et du fait que, oui, effectivement, il y a sans doute une santé à 2 vitesses, hein, selon la situation qui est la nôtre. Ouais. Et là, il y a une forme d'abdication, je pense, de l'État, pas simplement l'État français, de la protection des citoyens, de la garantie de l'accès aux soins, de la solidarité nationale. Et ce que l'on voit est assez terrible, honnêtement. Les constats que l'on fait des ravages de ces accueils d'euthanasie, ça ne peut pas laisser indifférent. Au Canada, ils ont voté, mais ils n'arrivent pas à le mettre en place. Ils sont quand même encore un petit peu gênés. Le principe d'une euthanasie pour les personnes atteintes d'un handicap lourd, handicap mental lourd. Ils l'ont voté, mais ils n'arrivent pas à le mettre en œuvre. Ils diront, c'est quand même un peu gênant. On est heureux qu'il soit un petit peu ralenti sur ce plan-là, mais on y est. Donc, c'est très, très, très inquiétant. Et alors, oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une formule dans la proposition de loi actuelle qui est intéressante et qui fait écho à la question de monsieur.
c'est que seul fait obstacle, tu me dis si je me trompe, mais seul fait obstacle à l'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie le fait d'avoir une maladie qui altère gravement les capacités cognitives de la personne, qui altère gravement. Ça, c'est le terme qui a été employé. Donc, c'est dire qu'il y a quand même, on peut tout à fait y accéder si on a une maladie qui altère moyennement, en tout cas qui n'altère pas, oui, effectivement, complètement. Ces facultés-là. Donc, c'est dire que là, on le voit ici, les limites sont faibles. Et elle saute au fur et à mesure. Aux Pays-Bas, c'était l'université de Cambridge qui avait fait cette étude en 2023 et qui observait une augmentation du nombre d'euthanasies sur des personnes atteintes de troubles autistiques. Tout cela est assez vertigineux. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je me posais la question suivante. Peut-on parler d'euthanasie en cas de malade en état végétatif ou de coma profond? J'ai envie de dire oui, d'emblée. Oui, on parlera d'euthanasie, c'est administrer la mort, provoquer la mort d'une personne. Et c'est pour ça que j'avais proposé une définition plus courte. Ne parlons pas de souffrance, ne parlons pas de consentement. Le suicide assisté, cela suppose que je déclenche le processus qui a été mis en place par, le plus souvent, un personnel soignant. Donc, l'euthanasie, c'est quand quelqu'un provoque la mort de quelqu'un d'autre, sous-entendu normalement pour son bienfait, parce que la personne souffre, mais tout ça, ce sont des sous-entendus. Donc pour une personne qui est en état végétatif, pour une personne qui est en coma stade 3 ou autre, il n'y a pas de problème, ce sera une euthanasie. Alors, je me permets juste peut-être, est-ce que dans la question, il n'y avait pas l'idée de l'arrêt des traitements chez ce type de personnes? Voilà, c'est ça. Alors effectivement, on peut arrêter à un moment donné, décider d'arrêter quand on a une personne qui est en état végétatif chronique ou confrontée à un coma profond dépassé, jugé irréversible. Effectivement, on peut se poser la question à un moment donné d'arrêter les traitements. Alors ça se fait effectivement en regardant les volontés de la personne. Quelle était sa volonté? Est-ce qu'elle a rédigé des directives anticipées sur le sujet? Quelle est la situation? Quelle est l'évolution de l'état de santé? Le pronostic possible? Est-ce qu'il y a des souffrances constatées? Et alors effectivement, dans le cadre de la procédure collégiale, on va se questionner là-dessus. Est-ce qu'on ne se contente pas dans ce cas-là de maintenir artificiellement la vie? Est-ce qu'il n'est pas plus juste, dans ce cas-là, de faire cesser ces traitements? C'est la question, et alors là, effectivement, on peut se poser la question de savoir si on est sur un laisser-mourir au sens de la loi actuelle, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même, selon les circonstances, est-ce qu'il n'y a pas quand même peut-être, dans certains cas, une certaine dérive euthanasique? Donc voilà, ça c'est la question peut se poser. Ouais. Et ça, les juges ils vérifient ça. Depuis, les critères sont très clairs. Depuis l'affaire Vincent Lambert, le médecin doit regarder. Il y a les aspects médicaux et non médicaux, et voilà, tout ça est aujourd'hui bien établi. C'est le médecin qui tranche. Ah, le juge, il va vérifier que il va vérifier. C'est ça. Ah oui, tout à fait. Le juge ne prend pas de décision médicale. Simplement, il va vérifier que le processus a été bien respecté ou pas. Bien que... Pardon, quand Augustin dit que le médecin tranche, attention, c'est bien en collégialité que la décision va être prise. Oui. Bien que le serment d'Hippocrate n'ait pas de valeur juridique, est-ce que si la France légalise le droit à mourir et permettrait donc un suicide assisté ou l'euthanasie, est-ce qu'on peut penser que l'ordre des médecins, l'ordre national des médecins mettrait en place par exemple des sanctions administratives pour sanctionner justement les médecins qui pratiqueraient l'aide à mourir alors que c'est interdit par le serment d'Hippocrate? Parce que dans ce cas-là, il y aurait un peu un double jeu entre le droit spécial des médecins, mais qui n'est pas reconnu juridiquement, et le droit national qui serait même reconnu en plus au niveau européen.
Oui, la question est intéressante. Effectivement, il y a le serment d'Hippocrate dont vous dites effectivement qu'il n'a pas de valeur juridique. Actuellement, il y a une déontologie, il y a des règles déontologiques qui sont fixées dans le Code de la santé publique qui interdisent de provoquer délibérément la mort de son patient. Mais enfin, cette partie réglementaire du Code de la santé publique sera nécessairement révisée si une loi passe. Donc, non, je crois qu'effectivement, les médecins pourront, effectivement, sans risquer aucune sorte de sanction, eh bien, pratiquer ce qui sera considéré, je le pense, comme un acte médical. Enfin, je ne sais pas, Aline, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. On sera dans la même logique que celle qui a été posée en matière d'IVG. Le droit de l'IVG a été posé pour faire en sorte qu'un médecin puisse pratiquer cet acte sans être poursuivi pour homicide qu'il aurait porté sur le fœtus. Donc à partir du moment où la loi est là pour chercher dans ce projet ou cette proposition à valider l'euthanasie, on va écraser les textes réglementaires déontologiques, ils vont être revus pour se conformer à la loi. C'est une question de hiérarchie des normes. Vous nous avez dit que les soins palliatifs avaient été votés depuis de nombreuses années en France. Quelqu'un qui souhaiterait, un Français qui souhaiterait les soins palliatifs et qui malheureusement n'existe pas dans le département ou proche de chez lui, pourrait-il attaquer l'État français en France et au niveau européen? Et si oui, comment faire? Comment procéder? Parce qu'on connaît peut-être autour de nous des personnes qui le souhaiteraient. Alors, comment procéder? Moi, je ne saurais pas répondre de façon très précise, je ne suis pas avocate, mais cette faille a été repérée lors du projet de loi parce que le projet de loi avait envisagé un droit opposable à mourir pour dire que toute personne dorénavant pourrait exiger de mourir, mais auparavant, il faudra que cette personne se soit vue proposer les soins palliatifs. Donc, ils se sont mis eux-mêmes dans une situation qui allait aboutir à une impasse parce que on voyait que, puisque j'ai sorti ce chiffre de 500 personnes par jour qui meurent sans avoir pu avoir accès aux soins palliatifs en France, on encombre les tribunaux immédiatement demain parce que les personnes qui demanderaient à bénéficier de ces soins palliatifs n'obtiendraient pas gain de cause. Si c'est marqué expressément dans la loi, on est coincé parce qu'effectivement, l'État français n'est pas en mesure de proposer des soins palliatifs. Alors, les termes étaient un petit peu flous dans le projet, comme beaucoup d'autres choses. On ne savait pas exactement ce qu'il fallait entendre par soins palliatifs, mais manifestement, il y avait une piste que l'on pouvait envisager et qui aurait d'emblée bloqué la machine. J'ai droit à. Alors attention, parce que la loi de 1999 vous garantit l'accès à, ou vise plus exactement à garantir l'accès à, ça n'est pas un droit aux soins palliatifs. Mais si on posait un droit aux soins palliatifs, on serait dans la logique du droit opposable, comme le droit opposable au logement, mais les spécialistes du droit au logement vous diront que le droit au logement, il est moins direct et moins simple que son intitulé ne le laisse paraître, et il est difficile à mettre en œuvre, et de toute façon, il n'est pas effectif. Merci beaucoup. J'avais d'abord une première question sur la définition des souffrances réfractaires. Oui, c'est intéressant, effectivement. Souffrance réfractaire, c'est un concept qui a été théorisé. On a des médecins américains qui, effectivement, ont publié un papier dans les années 90 pour rappeler que, eh bien, une souffrance est réfractaire lorsque on a tout employé, utilisé tous les moyens qui sont effectivement à notre disposition en l'état des données acquises de la science pour répondre aux souffrances du patient. Et que s'il reste encore quelques molécules, enfin des médicaments pour soulager ces souffrances, eh bien, leur utilisation ne serait pas adaptée effectivement à la personne concernée. Voilà. Donc, voilà. Soit on a tout tenté, on a fait le tour effectivement des
des thérapeutiques en présence et effectivement, aucune ne permet de répondre aux souffrances concernées. Donc c'est dire quand même qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Hein. Pour qualifier des souffrances de réfractaires, il faut quand même bien étudier sérieusement la question. Donc et d'ailleurs, ce sont ces mêmes souffrances réfractaires qui doivent être présentes pour avoir aujourd'hui une sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Et on imaginait que ça serait le cas, hein, si on, à en croire le CCNE il n'y a pas longtemps, on pensait que ce serait le cas aussi pour accéder à la provocation de la mort. Eh bien, dans la proposition de loi, c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, on peut accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie si on présente des souffrances réfractaires ou des souffrances insupportables, et c'est pas du tout pareil. Et donc j'avais une deuxième et dernière question à propos du traitement réservé aux malades pour lesquels les soins palliatifs ne suffisent pas. Donc déjà, je ne sais pas si c'est possible que les soins palliatifs ne suffisent pas, mais dans ce cas-là, est-ce que on pourrait considérer une euthanasie ou est-ce que le risque de déviance est tellement gros qu'il faudrait ne pas envisager une euthanasie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'il y a des circonstances dans lesquelles les soins palliatifs seraient insuffisants, c'est ça? Oui, il me semblait avoir vu cet argument, mais je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que ça existe aussi? C'était aussi une de mes questions. Est-ce que c'est possible que les soins palliatifs ne marchent pas et que la souffrance de la personne, malgré les soins palliatifs, reste? Ça oui, ça je l'ai vu. On a eu des cas effectivement à la maison de Gardanne où on était bien embêtés parce qu'effectivement on avait beau donner des doses de cheval en matière de morphine, ça marchait pas. Voilà. Donc il y a des patients effectivement, enfin on dit que la personne était résistante effectivement à ce type de molécules et ça arrive. Et donc là on est bien embêté, mais on a des outils. On en parlait tout à l'heure, le traitement à double effet. On va sédater la personne, d'abord généralement pour quelques jours, voir comment elle réagit effectivement à cette sédation. Ça c'est dans le cadre du traitement à double effet. On va la réveiller, voir si ça a eu un impact. Vous voyez, on a des outils, on peut répondre. Mais oui, effectivement, même en soins palliatifs, parfois on est démunis, hein, ça arrive. Merci pour vos interventions. J'avais une question pour rebondir notamment sur le terme de souffrance. Est-ce qu'il serait éthique d'accorder l'euthanasie d'une part pour les souffrances physiques, mais également pour les souffrances psychologiques? Alors, c'est important hein, cette question, c'est très important. En fait, bien souvent, en fin de vie, on est sur des souffrances globales, mais on sait bien que si on en croit la proposition de loi, on ne sera pas que dans le champ de la fin de vie, on sera parfois même en amont. Mais oui, la souffrance est bien souvent globale, c'est-à-dire on a une intrication et de souffrances d'origine physique et de souffrances d'origine psychologique. Donc ça, il faut le savoir. La question se pose cependant de savoir si demain on va pouvoir euthanasier, par exemple, pour des souffrances de type mal-être, hein, par exemple lassitude de vivre. Alors là, ça devient plus gênant, parce que comment qualifier cette souffrance ou de réfractaire, ou même d'insupportable, c'est compliqué. Donc voilà, pour des souffrances qui sont globales, c'est-à-dire à la fois physiques et psychologiques, ce qui est le cas le plus fréquent, il n'y a pas de souci. Pour des souffrances, pour une souffrance mal-être, là, la question se pose. En tout cas, c'est une souffrance mal-être isolée. Voilà. Là, il faudra se poser la question. Et les psychiatres ont beaucoup réagi à ce projet de loi parce qu'effectivement, ils se sentaient impliqués régulièrement parmi les patients des psychiatres. On a des personnes atteintes de dépression. Alors, on est entre le psychologique et le psychiatrique selon les situations, mais on est dans des cas qui sont très difficiles à gérer. Le problème du psychiatre, c'est qu'il est là pour pour guérir la personne de son mal de vivre. La personne souffre de vivre, est mal dans sa vie. Elle a souvent, mais pas automatiquement, des envies suicidaires et le psychiatre va être là pour soigner la personne, pour l'écarter des envies suicidaires. Si on accueille le suicide assisté, je vais me retrouver, moi, psychiatre, dans une situation qui rejoint le délit d'entrave à mourir qui avait été envisagé par le projet de loi. Je m'oppose à la loi en voulant soigner mon patient. Et là, on est dans une quadrature du cercle qui est très problématique. Mais tout cela est induit par le fait qu'on a des souffrances qui sont complexes, qui sont globales, comme l'a souligné Augustin. Y a-t-il d'autres questions ?
Bonsoir monsieur, bonsoir madame. J'aimerais savoir si, d'après vous, vous n'êtes pas un petit peu des Gaulois réfractaires au changement, c'est-à-dire que vous êtes un peu à rebours du temps. On voit bien les sondages, 70%, 92% des Français y seraient favorables. Est-ce que vraiment c'est pas un combat un petit peu perdu d'avance? Merci. Merci Monsieur Bitchenet pour cette question, c'est très, très gentil. Alors, les sondages, c'est bien que vous nous en parliez. J'en ai pas parlé tout à l'heure exprès d'ailleurs, quand on a été interrogé sur la position de la société française. Pourquoi les sondages, j'en ai pas parlé exprès, très volontairement, parce que les questions sont mal posées. Voilà, est-ce qu'on a envie de souffrir jusqu'à la fin de sa vie ou est-ce qu'on préférerait dans ce cas-là être euthanasié? Bon, évidemment, voilà, les questions, il suffit de les lire. Hein, on voit, elles sont très mal posées et on est plutôt incité à répondre favorablement à l'euthanasie ou au suicide assisté. Donc, c'est pas très probant en réalité. Bon. Est-ce qu'on est des Gaulois réfractaires au changement? Non, pas du tout. En fait, on est tout à fait, je pense, au fait des dispositifs qui sont actuels. C'est ce qu'on a essayé de dire. En fait, on est face à une loi d'équilibre aujourd'hui qui répond aux besoins des patients, des malades. Donc, il y a peut-être des points d'amélioration. Hein, on ne dit pas le contraire, mais voilà, on est face à une loi qui est assez respectueuse de la personne humaine. Et surtout, on a tous les outils. C'est ça le plus important au fond. Hein, c'est qu'on a tous les outils aujourd'hui pour répondre aux souffrances des malades. Et ça, c'est quand même un point qui est vraiment névralgique, en tout cas dans le débat actuel. Alors pourquoi vouloir effectivement autre chose quand ce qui existe actuellement, s'il est bien mis en œuvre, eh bien, est très satisfaisant? Et là, c'est vrai que les bookmakers ne nous donnent pas gagnant dans ce combat. On est malgré tout un certain nombre d'irréductibles Gaulois, et puis on voit qu'Astérix a passé les années, et donc on va garder espoir aussi. On a vu la dissolution qui nous a sauvés une première fois. Est-ce qu'on n'aura pas d'autres retournements et surtout une évolution des mentalités? Alors nous manquons de temps, nous manquons de moyens pour informer la population française des compétences et des capacités merveilleuses des soins palliatifs, des dérives épouvantables qui sont derrière l'euthanasie, mais on va garder espoir et on va reconnaître qu'on n'est pas des Gaulois arriérés, vous n'avez pas employé ce terme, mais au contraire, on est à la pointe, mais une pointe qui ne veut pas être vue parce que peut-être que des considérations économiques, notamment, ou de certaines philosophies, voudraient faire prendre un autre chemin. Mais on va maintenir notre cap, je pense, parce que nous savons que la société française, ça c'est un sondage Harris de septembre qui a été fait juste après la nomination du gouvernement Barnier. Les Français placent l'accès aux soins et la question de la santé en deuxième position, et en 15e position les questions relatives à la fin de vie, entendues de façon globale. Donc on va sortir quand même un sondage. Merci. Est-ce que les médecins pourront faire jouer leur clause de conscience et ne pas administrer la dose létale? Je n'ai pas repéré qui a posé la question, mais... Pardon. Donc effectivement, oui, il est prévu dans la proposition de loi, et ça je pense qu'effectivement ce sera pas remis en question. Il y a bien une clause de conscience à charge pour le soignant concerné, s'il la fait valoir, eh bien de renvoyer la personne vers un soignant qui serait prêt à accompagner le demandeur dans sa demande à mourir ou voire lui administrer la substance. Et ce qui est problématique dans cette hypothèse qui a été envisagée par le projet, c'est que on demande au médecin qui fait jouer sa clause de conscience de réorienter vers quelqu'un susceptible d'accueillir le patient de façon positive dans sa demande d'aide à mourir. Ce qui veut dire que j'identifie, moi je suis opposée, mais je sais que M. Boulanger, lui, est favorable, le docteur Boulanger, lui, est favorable. Il faut que j'identifie mes confrères comme étant pro ou anti-euthanasie, et on parle de listes sur lesquelles on pourrait se signaler. Face à la liberté de conscience de chaque individu et au droit de changer d'avis, c'est assez inquiétant. Juste, je me permets d'intervenir. Au vu de l'heure,
Je pense qu'il serait bien que ça soit la dernière question pour ne pas s'éterniser. Et je pense aussi que nous avons fait le tour. Je vais être très inquiet la prochaine fois que je vais aller voir mon médecin. Justement, la question est liée à ça. Est-ce que depuis que dans les autres pays, ces dispositifs ont été mis en place, est-ce qu'il y a un recul de la fréquentation des hôpitaux pour les personnes qui sont en fragilité? C'est en tout cas une crainte pour les personnes en situation de handicap. Là, j'évoque notamment un échange que j'avais dans la table ronde hier avec une représentante des personnes en situation de handicap et qui disait si une telle loi passe, nous n'oserons plus nous exprimer sur des souffrances, des douleurs ou sur notre situation parce que nous aurons peur. Alors, on peut imaginer que c'est une simple appréhension face à une loi qui ne fait pas l'unanimité, mais il y a une inquiétude légitime à laquelle on peut penser, surtout au regard des évolutions face aux vulnérabilités que l'on connaît des lois. Juste un mot, effectivement, vous avez quand même il y a eu ce colloque qu'on a sur la mort provoquée qui a eu lieu il y a un an. Il y a eu des expériences étrangères qui ont été évoquées. On a vu effectivement une montée en puissance de l'euthanasie et du suicide assisté dans ces pays-là. On a vu aussi la difficulté des soins palliatifs d'exister à côté effectivement de ce type de pratique. Et si vous voulez avoir de plus amples informations, donc vous avez l'ouvrage collectif qu'on a dirigé avec Éric Pomès donc sur le sujet, sur la mort provoquée. Donc ça s'est à retrouver en librairie sans difficulté. Et dedans, vous aurez donc tous ces éléments d'explication sur ces expériences étrangères. Voici la fin de cette conférence. Je vous remercie tous d'être venus. Également, je tiens à remercier à nouveau Madame Aline Chenette-Beaupré et Monsieur Augustin Boulanger. Merci à vous. Merci à vous. Ah ouais, là, je voyais flou pendant un moment. Ah, mais moi, je me suis amusé, mais c'est bon. C'est compliqué.